Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur le vice-président du Conseil d'État, monsieur le premier président de la Cour de cassation, monsieur le premier avocat général, monsieur le membre du Conseil constitutionnel, monsieur le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les présidents, directeurs et conseillers, mesdames et messieurs les premiers avocats généraux, mesdames et messieurs les hauts magistrats, monsieur le vice-bâtonnier et madame la vice-bâtonnière élue du barreau de Paris, mesdames et messieurs les représentants des barreaux de cours suprêmes européennes, mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis de la conférence du stage. Il existe différentes manières d'approcher la notion de procès. La plus séduisante est évidemment littéraire et cinématographique. Songez au procès de Baudelaire et de ses fleurs du mal, à Rabelais et à son juge bridois, Racine et ses plaideurs, La Fontaine et ses procès à l'envi, ou bien encore aux mémoires de Beaumarchais, parus en rafale à la veille de la Révolution française, on s'arrachait ces feuilletons judiciaires. On se passionne pour le jeune Abraham Lincoln dans le procès vivant, tumultueux, agité du film de prétoire de John Ford vers sa destinée, ou bien encore les procès Paradine d'Alfred Hitchcock, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, et sous nos latitudes, l'Hermine ou le procès Goldman. Car le procès raconte avant tout une histoire. Il présente une dimension théâtrale, unité de temps, de lieu, d'action. Il est certes un lieu d'affrontement, mais aussi celui où la parole l'emporte sur la violence, a dit Paul Ricoeur. Le procès est l'endroit où se dit le droit, se tranche le conflit et disparaît l'incertitude. Il ne suffit pas d'avoir des droits pour en jouir. Lorsqu'ils sont contestés, ils se réalisent en justice. Il n'y a de droit que là où il peut y avoir un procès. Le procès n'est pas un jeu, même s'il a des règles qui rythment son déroulement, de la saisine jusqu'à la décision du juge. Ces règles constituent autant de frottements à la dynamique du procès, si bien décrites dans leurs excès pathologiques et arbitraires par Dickens ou bien encore Kafka dans Le procès. Les règles du procès sont essentielles. Contradictoire, publicité, impartialité, preuve, formalisme, elles assurent l'égalité entre les justiciables, la qualité des débats et la confiance dans la justice. Il existe un droit commun du procès irrigué par l'idée que pour être juste, un procès doit répondre à un certain standard. Les 5e et 6e amendements à la Constitution américaine garantissent le due process of law. Le droit anglais protège le fair trial. Le droit français, nourri par nos règles constitutionnelles et européennes, assure quant à lui le droit au procès équitable, étendard de plusieurs droits processuels essentiels, accès à un juge impartial, délai raisonnable, égalité des armes. Parmi eux, isolons le principe du contradictoire, matrice du procès, qu'il soit judiciaire ou administratif. Comme l'a écrit René Chaput, il n'y a pas de choix possible entre une procédure contradictoire et une procédure qui ne le serait pas, en ajoutant qu'on ne peut raisonnablement douter qu'une procédure doit être aussi contradictoire qu'il est possible qu'elle soit. Sans pratique de la contradiction suffisante, sans éthique de la discussion entre les parties, entre le juge et les parties, l'alchimie qui conduit à la confiance des justiciables ne peut pas opérer. Avouons qu'abandonner son sort entre les mains d'un juge investi par la loi de la mission de rendre la justice en notre nom à tous n'a rien d'évident, de naturel, pas plus que celui de faire complètement confiance à son avocat. Cet échange entre les acteurs du procès doit être loyal.
La loyauté dans le procès, voilà un principe à la portée sinon contestée, du moins incertaine. Absent formellement de la jurisprudence du Conseil d'État, détecté dans quelques arrêts seulement de la Cour de cassation, sa consécration en tant que véritable principe directeur du procès peine à se concrétiser. Pourquoi ? Faut-il incriminer son côté moralisateur et trop empreint de subjectivité qui le rendrait difficilement opérationnel, voire dangereux ? Cette frilosité serait-elle le résultat d'une vision trop conservatrice des principes directeurs du procès ? S'agirait-il finalement d'un principe inutile, le principe de la contradiction étant bien suffisant pour structurer l'instance juridictionnelle ? Alors je ne trancherai pas ici ce débat qui anime l'université et nourrit la controverse entre plusieurs professeurs de renom. Non, mon propos sera aujourd'hui plus modeste. Il sera d'abord de constater que, principe ou non, la loyauté investit souvent de façon sous-jacente, implicite, mais bien réelle, le droit du procès, à commencer par le procès administratif. Le principe de loyauté est absent des textes, ou presque, puisqu'à propos de l'utilisation des moyens audiovisuels en Outre-mer, le Code de justice administrative impose une retransmission fidèle et loyale. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour voir affleurer la loyauté à toutes les étapes essentielles de l'instance. À l'égard des parties, pendant l'instruction, la preuve est libre et pourtant, dans sa célèbre décision Barrel, le Conseil d'État a pris en considération le comportement de l'administration qui refusait de verser à la procédure les dossiers des 5 candidats écartés du concours de l'ENA. Refusant d'éclairer le juge, celui-ci sanctionne une déloyauté dans l'administration de la preuve et tient pour établi les allégations du requérant. L'exigence de loyauté constitue également la justification de plusieurs règles essentielles du contentieux administratif. L'obligation faite au juge d'inviter le requérant à régulariser ses conclusions, celle de mettre au débat un moyen relevé d'office, une substitution de base légale, une modulation des effets dans le temps, une nouvelle jurisprudence intervenant en cours de délibéré, ou bien encore la communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public et la possibilité de répliquer pendant la séance. Et même si le Conseil d'État ne semble pas enclin à consacrer le principe de l'estoppel, tout en ayant pris bien soin de le définir avec précision, se dégage de ces règles une exigence substantielle d'organisation par le juge au profit des parties d'un débat contentieux sans piège et sans surprise. Nul doute que le développement de l'appréciation dynamique de la légalité dans le contentieux de l'excès de pouvoir suscitera de nouvelles questions, de même que la procédure de contradictoire dite asymétrique qui permet de faire échapper des éléments au débat contradictoire dans des hypothèses de plus en plus nombreuses. Dans le contentieux judiciaire, et notamment civil, la loyauté procédurale est moins implicite, elle affleure davantage. L'article 10 du Code civil pose le principe selon lequel chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. L'article 780 du Code de procédure civile dispose que le juge a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, par exemple en s'assurant que les parties se sont fait connaître leurs arguments en temps utile afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. C'est au visa du principe de loyauté que la Cour de cassation a pu désapprouver l'absence de sanction procédurale d'une partie qui détenait une pièce potentiellement décisive et qui ne l'a pas produite à l'instance. C'est encore au nom de ce principe qu'elle a sanctionné la communication tardive d'une pièce en possession d'une partie depuis plusieurs mois. Violation encore du principe de loyauté dans le comportement consistant, dans certaines circonstances, à se contredire au détriment d'autrui ou dans l'utilisation de certains moyens de preuve. Si le visa explicite du principe de loyauté est rare, ma conviction est qu'il joue souvent comme un principe
d'interprétation, à l'instar des principes latents sous des textes fragmentaires du doyen Carbonnier dans son introduction au droit civil. Corollaire des droits de la défense et du principe de la contradiction, la loyauté dans le procès se manifeste de toutes parts, dans la procédure civile, dans la procédure pénale, la procédure administrative et à tous les niveaux du procès, en première instance, en appel, en cassation. Devant le juge européen également, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà sanctionné le comportement d'un requérant en le déclarant rétroactivement irrecevable pour ne pas l'avoir informé en temps utile des évolutions dans sa situation personnelle. Ces principes irradient, y compris jusqu'au nouveau mode amiable de résolution des litiges. La procédure participative n'impose-t-elle pas aux parties de participer de bonne foi? Mais au-delà des règles de procédure, la loyauté est aussi une exigence personnelle et collective des acteurs du procès. Elle s'impose aux magistrats administratifs, comme le rappellent les principes généraux de la charte de déontologie de la juridiction administrative, en la faisant découler des règles de la fonction publique. Et nul doute, me semble-t-il, qu'elle est incluse dans les exigences du nouveau serment du magistrat mis en place il y a quelques jours seulement par la loi Justice du 20 novembre dernier. Pour les magistrats judiciaires, l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et le recueil des obligations déontologiques leur fait obligation de se conduire avec dignité et loyauté. Quant aux avocats, le nouveau code de déontologie des avocats au Conseil mentionne la loyauté à 6 reprises dans les principes et devoirs essentiels, dans les rapports avec les juridictions, dans leur comportement dans les procédures de cassation et à l'égard de leurs confrères des barreaux, eux-mêmes soumis à ce principe essentiel. La loyauté n'est pas seulement un principe éthique et moral, elle régit l'ensemble des acteurs du procès, elle contribue au bon déroulement des procédures, elle est le gage de la confiance des magistrats et des justiciables envers les avocats, comme de la confiance des justiciables envers la justice, dont la qualité repose sur la loyauté des débats. En réalité, cette loyauté est un principe commun aux magistrats et aux avocats, et cette déontologie partagée est d'ailleurs au cœur des travaux du comité consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat et ses 2 premiers rapports relatifs à la foi du palais, qui ne doit pas disparaître, et aux usages et bonnes pratiques. Elle est enfin l'une des dimensions du dialogue entre les juges eux-mêmes, particulièrement en ce qui concerne le respect des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, une conception trop extensive par la Cour de la notion de grief invoqué en substance peut ainsi mettre en difficulté le juge national qui n'aura pas été expressément invité à mettre en œuvre les techniques de contrôle de la Convention. La loyauté est donc encore et toujours sous-jacente, omniprésente, elle irrigue le droit du procès, le plus souvent dans les coulisses, mais elle a une puissance de feu importante. Règle morale avant tout, oui, mais elle n'est pas la seule notion de ce genre qui va produire des effets juridiques. Songez par exemple à la notion de bonne foi. Dans le procès, la déloyauté et le mensonge ont vocation à provoquer un court-circuit qui va décrédibiliser ses acteurs. Il peut ruiner une thèse tout autant que la confiance que doit inspirer un professionnel du droit. Chers lauréats du concours de la conférence du stage, chers élèves de notre institut de formation, chers consoeurs et chers confrères, il ne faut pas se méprendre sur la portée de ce principe. En aucun cas, il ne s'agit de faire des concessions avec votre obligation fondamentale d'assurer la défense des justiciables. Mais vous le ferez d'autant plus efficacement et de façon crédible que vous aurez agi avec loyauté à l'égard du juge et à l'égard de votre adversaire. Il n'y a là rien de surprenant ou de contradictoire. La loyauté n'est pas qu'une vertu, elle est une notion juridique. La racine latine de notre mot du jour est là pour nous le rappeler, legalis,
et loyal, ce qui est conforme à la loi. Je vous remercie.